Bienvenue pour, c'est la prise 3, je crois. On essaye on a un peu de difficulté, donc merci de votre indulgence. Mon nom est Julia Posca, je suis chercheuse à l'IRIS et je suis accompagnée aujourd'hui de mes collègues Maxime Fortin de l'IRIS aussi et Mathieu Dufour qui, en plus d'être chercheur à l'IRIS, est économiste et professeur au département des sciences sociales de l'UQO. On tenait à parler de la situation en fait de cette guerre commerciale là, initiée par le président des États-Unis Donald Trump et de réfléchir un peu en fait à que faire. Vous avez probablement vu, en fait, d'une part, bon, donc ces menaces de tarifs dès le lendemain là, de l'élection, en fait, en début d'année, menaces d'imposer des tarifs sur les importations là, vers les États-Unis. On a vu le Canada réagir, menace de contre-tarifs. Ça a fait en sorte que, bon, les tarifs ne sont pas, il y a eu comme un sursis. Et donc, entre-temps, pendant ce temps-là, les gouvernements ont prôné différentes mesures, mis en place déjà des mesures pour réagir à la situation. On a des aspirants aussi gouvernants, des commentateurs, des différents représentants, par exemple, du monde des affaires, qui ont mis de l'avant des mesures, des idées pour réagir à ce contexte-là. Et c'est un peu à ça qu'on vous convie aujourd'hui, une réflexion sur, en fait, comment on devrait réagir dans le contexte actuel, considérant que quand on considère toutes les mesures donc, qui ont été mises en place, ben on voit beaucoup de mesures qui vont pas nécessairement profiter à la majorité de la population, aux travailleurs, aux travailleuses, aux personnes plus pauvres notamment. Donc, si on regarde, bon, au fédéral, hein, on a vu, et au provincial, en fait, un report de la réforme de l'imposition sur le gain en capital qui a été en fait, on a utilisé le prétexte de l'incertitude économique pour dire, bon, c'est pas le moment d'imposer davantage là, le gain en capital. Tout récemment, le fédéral vient d'annoncer que, il supprimait là, certaines barrières au commerce entre les provinces, sous prétexte que ça allait stimuler les échanges entre les provinces canadiennes et donc c'était une manière, là, encore une fois, de soutenir l'économie canadienne. On a vu, bon, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, là, vouloir relancer GNL Québec, parler du projet Énergie Est, comment on n'aurait pas dû abandonner ce projet-là parce que actuellement, on voit bien l'importance là, de finalement développer des pipelines au Canada pour, encore une fois, favoriser l'échange. Les échanges entre les provinces puis vers l'Europe notamment. Bon, au Québec aussi, hein, Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, s'est dit ouvert là, à réactiver le projet de GNL Québec. Donc, bref, extractivisme, baisse d'impôts, libéralisation du commerce. On entend toutes ces idées-là et on se demande est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de répondre à la situation actuelle? Euh, et, euh, et donc, surtout quand on prend un petit pas de recul, on se rend bien compte que, en fait, ces mesures-là, ce sont des mesures qui, en fait, qui ont été mises de l'avant dans les dernières décennies par des régimes de tendance néolibérale. Et en fait, on se rend compte que c'est justement ce type de mesures-là où on veut finalement déréguler, libéraliser l'économie, qui nous ont un peu amenés à la situation où on est actuellement. Donc, euh, je voulais, avant qu'on parle justement de qu'est-ce que ça pourrait être des mesures structurantes, des mesures qui seraient pertinentes du point de vue de l'intérêt collectif, qu'on fasse ce petit pas de recul-là avec toi, notamment Maxime. Si on veut pas répéter les erreurs du passé, ben, c'est quand même intéressant de se rappeler justement le libre-échange quand il a été mis de l'avant, présenté, quand on a signé des accords de libre-échange, c'était quoi le contexte? Puis, parce qu'il y avait déjà à ce moment-là des critiques de ce libre-échange-là. Et là, on se rend compte que ces critiques qu'on a fait il y a 20, 25, 30 ans, en fait, elles visaient juste, là.
Ouais, si vous le voulez bien, je pense qu'on pourrait revenir sur trois moments clés, là, trois moments qui ont été déterminants pour le libre-échange au Canada. Donc, faire ce que tu mentionnais tout à l'heure, Julia, faire une espèce de petit pas de recul. Euh, je propose qu'on s'intéresse à trois moments clés. Donc, premièrement, l'adoption de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis en 1989, donc l'adoption de l'ALE. Deuxièmement, je propose qu'on s'intéresse à l'adoption de l'accord de libre-échange nord-américain, donc l'ALENA en 94, donc entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et aussi qu'on se penche sur une période où il s'est quand même passé beaucoup de choses. Une période qui commence avec l'échec de l'accord multilatéral sur les investissements, qui se poursuit avec l'échec de la ronde du millénaire de l'OMC, et qui se termine avec l'échec de la zone de libre-échange la zone de libre-échange américaine. Si on parle tout d'abord de l'accord de libre-échange canado-américain, donc l'ALE signé en 89. En fait, avant de parler de l'ALE, clarifions une chose sur le libre-échange et sur le protectionnisme au Canada. Il y a deux grandes forces politiques qui ont dominé la vie politique canadienne depuis le début de la Confédération, deux grandes familles politiques, les libéraux et les conservateurs. Essentiellement le Parti libéral et les quelques moutures qu'a connu le Parti conservateur. Historiquement, ben, le protectionnisme a souvent été la posture économique des conservateurs, alors que le libre-échange a souvent été la posture économique, la position économique défendue par les libéraux. Sauf dans les années 60, 70 et 80. Puisqu'à partir des années 60, Pierre-Éliott Trudeau et tout le courant du trudeauisme va amorcer un virage qu'on pourrait qualifier de nationaliste au point de vue économique. Le Canada de l'époque là, est dans un processus d'affirmation politique, culturelle et même économique face aux États-Unis, un peu ironiquement comme l'est le Québec de l'époque, le Québec francophone de l'époque, à l'égard du Canada. Donc, au début des années 80, ben, le Parti libéral fédéral est contre le libre-échange. Le Parti conservateur est contre le libre-échange. Tous les mouvements syndicaux sont contre le libre-échange. Plusieurs groupes de la société civile s'y opposent, mais avant la fin de la décennie, ben, le Canada aura signé un accord de libre-échange avec la plus grosse économie au monde. On peut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Au départ, l'accord de libre-échange a été pensé et souhaité par des entreprises américaines réclamant une politique américaine de libre-échange donnant accès à de nouveaux secteurs et de nouveaux marchés. La Business Roundtable, un lobby financé notamment par American Express et Pfizer, ainsi que plusieurs groupes liés à la communauté des affaires, ont réalisé vraiment un gigantesque travail là, de lobbying pour convaincre le patronat canadien. Ça a fonctionné. L'équivalent canadien de la Business Roundtable, le Business Council on National Issues, le BCNI, va se rallier au libre-échange et amorcer, lui aussi, tout un travail de lobbying, mais auprès de la classe politique canadienne. Encore là, ça va fonctionner. Le lobbying du BCNI et la relation privilégiée entre Ronald Reagan et Brian Mulroney vont faire en sorte que Brian Mulroney va très rapidement être convaincu que le Canada doit prendre la voie du libre-échange. Et le Canada va amorcer des négociations avec les États-Unis, entamer son aventure libre-échangiste à partir du milieu des années 80. Donc, quelques années seulement après avoir déclaré le plus sérieusement du monde en entrevue à la revue Maclean, ne me parlez pas de libre-échange. Le libre-échange est une menace pour la souveraineté du Canada. Les Canadiens ont rejeté le libre-échange avec les États-Unis en 1911. Ils feraient la même chose en 1983. Eh bien, quelques années seulement après avoir déclaré ça en entrevue, Brian Mulroney devient le grand apôtre et le grand architecte du libre-échange canado-américain. Cette observation illustre, quant à moi, parfaitement ce que Thomas d'Aquino, PDG du BCNI à l'époque, a déclaré à l'époque. Il a déclaré, si vous demandez quand, depuis 1900, la communauté des affaires du Canada a eu le plus d'influence sur les politiques gouvernementales, je dirais que c'est dans les 20 dernières années. Ceci dit, il n'y a pas que la communauté des affaires qui a fait la promotion du libre-échange.
Considérant qu'un Québec souverain profiterait du libre-échange avec les États-Unis, ben, il y a quelques souverainistes, dont Bernard Landry, en fait, surtout Bernard Landry, Jacques Parizeau pendant une certaine période, mais Bernard Landry, et retenons surtout lui, qui ont participé à cette promotion du libre-échange. Bernard Landry a rédigé et publié un livre faisant la promotion du libre-échange, a donné plus de 150 conférences faisant la promotion du libre-échange, a touché nombre de cachets assez impressionnants pour ses conférences et admet lui-même que c'est l'une des seules périodes de sa vie où il a fait beaucoup d'argent. Le deuxième moment clé dont j'aimerais vous parler, c'est celui ayant mené à la signature de l'ALENA. Avant de commencer, encore quelques éléments de contexte. À la fin des années 80, le Mexique propose le libre-échange aux Américains. Le Canada craint de perdre son statut de premier partenaire commercial au détriment du Mexique. Ce qui fait que les conservateurs, qui sont encore au pouvoir à l'époque, amorcent des négociations avec les deux pays, avec le Mexique et les États-Unis. Mais les conservateurs vont perdre le pouvoir en 1993 au détriment des libéraux. Il faut se rappeler qu'en 1988, le chef du Parti libéral de l'époque, John Turner, avait déclaré qu'il allait faire du combat, je dis bien du combat contre les libres-échanges, le combat de sa vie, parce que le libre-échange représentait, selon lui, une menace pour la souveraineté du Canada. Bien, en 1993, le nouveau chef du Parti libéral, un dénommé Jean Chrétien, que sûrement plusieurs connaissent, Jean Chrétien fait campagne en promettant une renégociation de l'ALENA. Or, cette renégociation n'aura jamais lieu. L'ALENA est ratifiée par les parlements des trois pays en 1993. L'ALENA entre en vigueur le 1er janvier 1994. Or, le 1er janvier 1994, le mouvement zapatiste au Chiapas déclenche une insurrection contre le gouvernement mexicain et contre l'application de l'ALENA. Le soulèvement zapatiste au Chiapas est une conséquence directe de la signature du traité de l'ALENA entre le Canada et les États-Unis et le Mexique. Il a d'ailleurs été déclenché le jour même du début de l'entrée en vigueur du traité. La révolte a plusieurs causes, mais il y a un élément central de la révolte, c'est la réforme de l'article 27 de la Constitution mexicaine. Au départ, cet article protégeait la propriété des terres mexicaines du capital étranger, ou à tout le moins limitait ou réduisait la possibilité du capital étranger de prendre possession des terres mexicaines. Or, le gouvernement Salinas, pour préparer le Mexique à son intégration économique via l'ALENA, va réformer l'article 27 et ça va être perçu à juste titre par une bonne partie de la paysannerie mexicaine comme une sorte de contre-réforme agraire. Une contre-réforme agraire mettant fin à la propriété commune des paysans sur les terres du pays et comme le début d'une nouvelle forme de propriété individuelle permettant à quiconque, mexicain ou non mexicain, petit paysan ou grand propriétaire, d'acheter les terres du Mexique. La rébellion zapatiste, elle est importante. La perspective internationaliste du mouvement va faire en sorte qu'il va se retrouver au centre d'un mouvement de mouvements. Un mouvement de mouvement international opposé au libre-échange et au néolibéralisme. Et quand l'élite internationale va commencer à se réunir pour étendre le libre-échange au niveau planétaire ou continental, bien là, désormais, il y a une opposition citoyenne qui va être au rendez-vous. Et là, ça m'emmène à mon troisième moment, donc la période où il y a une espèce de fuite en avant libre-échangiste. Donc, l'opposition citoyenne, elle va être au rendez-vous lors des négociations de l'accord multilatéral sur les investissements de l'OCDE en 1995. C'est dans ce contexte que va naître le premier groupe altermondialiste québécois, l'Opération Salami. La polémique autour de l'accord et l'opposition populaire ont contribué à l'échec de l'accord multilatéral sur les investissements, notamment après le retrait du gouvernement français des négociations. L'opposition citoyenne va être de retour dans les rues de Seattle en 1999 pour tenter d'empêcher les négociations de la ronde du millénaire. La ronde du millénaire devait permettre aux pays membres de l'OMC de plancher sur un accord favorisant le libre-échange et là à des niveaux vraiment jamais atteints. Le sommet de Seattle a donné lieu à la bataille de Seattle, un affrontement épique entre les autorités et la population que même Hollywood a porté à l'écran il y a quelques années. Et au final, ben, c'est plusieurs facteurs, dont l'opposition populaire, qui vont contribuer encore une fois à faire en sorte que ces négociations n'aboutiront pas. L'opposition populaire va être à nouveau de retour
dans les rues à Québec en 2001 pour dénoncer le sommet des Amériques et son projet de zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, ou tout simplement la ZLEA. Tout aussi épique, la bataille de Québec est déterminante pour la trajectoire de la gauche et des mouvements sociaux, on va dire, québécois, canadiens et nord-américains. Encore là, plusieurs facteurs, dont l'opposition populaire, vont contribuer à faire en sorte que le projet ne va pas se concrétiser, il sera plutôt abandonné. Maintenant, si, dans une logique de pas de recul, comme le mentionnait Julia en début de webinaire, que retenir de tout ça? Quelle tête on peut se faire un peu sur les 20 dernières années de débat politique par rapport au libre-échange? Premièrement, que le libre-échange était le projet d'une partie du milieu des affaires américain, que des lobbies ont convaincu le patronat canadien et qui, lui, a convaincu le premier ministre et son parti. Deuxièmement, eh bien, que la classe politique canadienne s'est ralliée au projet sans le remettre vraiment en question et a tout simplement sauté dans le train une fois qu'il fut lancé. Troisièmement, bien que l'accord de libre-échange canado-américain de 1989, l'ALE, bien, nous a lancé dans une sorte de fuite en avant libre-échangiste qui s'est poursuivie avec l'ALENA, mais qui a été ralentie par l'échec de l'AMI, de la ronde du millénaire et de l'ASLEA. Quatrièmement, ben, que l'opposition populaire a joué un rôle dans ces échecs et que le libre-échange était rejeté par une bonne partie de la société civile dans les années 90. Suffit d'aller voir les revendications, les discours, les messages des groupes de la société, des groupes syndicaux, écologistes, citoyens de ces années-là, et le libre-échange n'est clairement pas quelque chose qui a la cote au sein des groupes de la société civile. Cinquièmement, ben, que les tenants du libre-échange ont changé depuis leur approche et favorisent désormais des ententes plus modestes, pas nécessairement plus modestes, en fait plus petites, ce qu'on appelle souvent des ententes bilatérales, étant donné l'échec de plusieurs ententes multilatérales. Et dernièrement, ben, pour terminer, ben, j'aimerais conclure en disant qu'il faut s'éloigner de ce qu'on pourrait appeler une approche morale du libre-échange ou du protectionnisme. Le libre-échange, le libre-échange n'est pas progressiste en soi. Et le protectionnisme n'est pas réactionnaire en soi. C'est à l'aune de leur contribution au bien public et à l'intérêt collectif que les mérites et démérites du libre-échange et du protectionnisme devraient être évalués et analysés. Donc, je passerai la parole, bien sûr, à Mathieu ou à Julia. Oui, ben merci Maxime. Je pense que oui, ça ouvre la porte aux questions que je veux poser à Mathieu parce que tu as bien montré que, en fait, le libre-échange, c'est quelque chose qui a été construit par les gouvernements, par des décisions. Et donc, c'est quand même un rappel qui vaut pour bien des sujets quand on parle d'économie. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas la main invisible du marché, là. Il y a des acteurs qui s'affrontent et il y a des gouvernements aussi qui ont le pouvoir de voter des lois, signer des accords de libre-échange notamment. Et donc, ces accords-là peuvent se faire, se défaire. Il y a toujours ce jeu de négociation et la société civile, bon, réagit et peut amener donc les gouvernements à faire d'autres choix. Mais là, justement, alors qu'on vit une espèce de crise, soi-disant, du cadre dominant là, du libre-échange, ben là, comme on disait au début, là, on voit que bon, les gouvernements veulent protéger ce cadre-là, nouer des nouvelles alliances, et donc on n'est pas capable de s'émanciper, si on veut, de ce paradigme-là. Et ça m'amène à la question que je te lance, Mathieu, c'est-à-dire que est-ce qu'on pourrait pas justement profiter de ce contexte de crise-là pour penser en dehors de la boîte, là, comme disent les anglophones, et donc réfléchir à une autre manière d'organiser l'économie, mais surtout du point de vue hein, de ce qu'on appelle la politique industrielle. Quel type de politique les gouvernements pourraient mettre en place pour que nos échanges, oui, profitent au plus grand nombre et ne soient pas juste l'opportunité pour
des entreprises de croître, mais sans considération pour les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses, sans considération pour l'impact environnemental de notre activité économique. Donc, est-ce qu'on n'a pas, là, c'est ça, l'occasion d'avoir une politique industrielle qui serait arrimée à des objectifs comme la lutte contre les changements climatiques, la protection de l'environnement, la lutte contre les inégalités aussi, parce que c'est aussi ce contexte, ces autres crises-là qui font qu'il y a en fait, une insatisfaction envers, puis on va en reparler plus tard, mais envers, par exemple, les gouvernements dits libéraux, puis c'est un terrain fertile, en fait, un terreau fertile pour la droite. Mais donc, je te lance là-dessus, Mathieu. Oui, merci beaucoup, Julia. Toutes des petites questions très simples, ça va me prendre à peu près 1 minute et demie, je vais avoir répondu à tout ça. Mais non, mais la question est fondamentale, en fait. Et l'opportunité est belle de se poser ce genre de questions-là. Moi, j'aimerais repartir, tu sais, m'accrocher un peu à la fin du très bel exposé de Maxime qui nous a rappelé quand même plusieurs moments importants de l'évolution de toute cette question commerciale-là sur le fait que la politique commerciale en elle-même n'est pas nécessairement réactionnaire ou bien non progressive. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait puis comment on la module. Et dans ces derniers temps, on a beaucoup de parlé du commerce comme un objectif en soi. Donc, c'est comme si quand tu es dans les journaux, on dit, ah ouais, mais les États-Unis, c'est tant de personnes qui peuvent consommer, c'est tant de transactions d'argent, puis tout ça. Mais le fait d'exporter en soi, c'est pas un objectif, là. L'idée, c'est que le commerce, l'économie, ça peut être des outils, c'est des institutions qu'on met en place afin d'atteindre une sorte de vivre ensemble intéressant pour une communauté. C'est surtout ça. Donc, on peut voir un peu l'objectif de la discussion ou de l'élaboration d'une politique commerciale à l'inverse. Plutôt que libéraliser pour libéraliser, ce qui est un peu l'approche actuelle, puis dire, ben, si ça crée deux, trois problèmes, tu en as mentionné quelques-uns, hein, Julia, sur les questions des inégalités puis l'environnement. Ben, on ajustera à la marge. Une fois qu'on aura libéralisé, on peut se dire, ben, à la place, pourquoi on ne se fixe pas des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux, puis qu'ensuite on n'adapte pas les institutions qu'on met en place, y compris la politique commerciale, en fait. Et donc, euh, si on y va dans cette perspective-là maintenant, on se dit, ben, ces temps-ci, c'est quoi le genre d'objectif qu'on peut mettre de l'avant? Ben, clairement, il y a la nécessité d'une transition socio-écologique qui se fait de plus en plus sentir. Et la question, puis on a aussi une polarisation de la société, notamment avec des disparités de revenus qui augmentent, puis toute une frange de la société qui glisse vers le bas, puis qui commence à avoir de la misère d'un point de vue de logement, puis d'alimentation, là, sur plein de plans. Donc, on a des défis sociaux, des défis environnementaux importants. Et pour répondre à ces choses-là, juste laisser tout ouvert et supposer que peut-être que le marché y répondra, ben, c'est pas évident. Le libre-échange en soi, généralement, nous met une contrainte. Si on libéralise tout, ça nous met une contrainte à l'atteinte de ce genre d'objectif-là. Exemple, on parle souvent du libre-échange comme, tu sais, de la libre circulation des biens et services parce que bon, c'est le bout qui c'est comme un peu la face souriante de ces accords-là. Puis on aime tous être capable d'acheter des bananes qui viennent de loin. Fait que c'est ça un peu l'image qu'on a en tête, mais ces accords-là, c'est beaucoup des accords de libre circulation des capitaux. On libère, puis là, Maxime en a parlé un peu aussi tantôt. Un des gros enjeux, c'est que les entreprises elles veulent être capables d'investir où est-ce qu'elles veulent, quand elles veulent, et surtout d'être capables de relocaliser à plus quand ça leur arrange. On a un cas avec Amazon récemment, dès que ça fait plus, ben, elles partent. Et donc, le libre-échange avec cette relocalisation, puis vous voyez comment les deux vont main dans la main, là. On peut aller établir notre production où est-ce qu'on veut, puis ensuite, comme on peut de là réenvoyer les différents biens et services qu'on produira un peu partout, ben, si on libéralise les flux de capitaux, on libéralise le commerce, ben, les deux ensemble nous permettent d'organiser notre production comme on veut. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, comme Bombardier, c'est un classique, là, qui avaient profité de l'ALENA pour aller mettre une partie de leur production au Mexique parce que c'était meilleur pour eux autres, et qui ensuite réexportaient les trucs au Canada. Il y a une vaste proportion du commerce international que c'est pas des biens finis, là. C'est simplement la compagnie qui s'établit là, là, puis à l'autre place, et puis qui bouge des affaires à l'interne quand ça l'arrange, ou qui se déplace. Voilà.
Mais donc, avec Amazon, ça illustre quelque chose aussi. C'est que le fait d'être capable de s'en aller quand elles veulent, puis où elles veulent, ça donne un levier de négociation super intéressant pour ces entreprises-là face aux travailleuses-travailleurs ou au gouvernement qui essaierait de mettre des réglementations. Donc, l'autre affaire, c'est pour revenir à l'environnement, qui est problématique avec le libre-échange, c'est qu'on a comme une sorte de petite spirale vers le bas de bien des aspects environnementaux, parce que si l'entreprise elle peut se sauver dès que ça commence à devenir un peu trop cher, quand on la charge pour la pollution qu'elle fait, ou bien non, la réglementation, ben, on va peut-être être tenté d'être un peu plus relax là-dessus, là, pour justement demeurer un endroit concurrentiel ou accueillant pour les entreprises étrangères. Ça aussi, on a vu quelques exemples récemment avec la filière batterie qui est par ailleurs présentée comme étant quelque chose de vert, mais qui, sur en tout cas les projets individuels, peut avoir des aspects problématiques. Donc, on l'a vu avec toutes la mobilisation autour de Nordvolt ensuite. Donc, si on veut mettre en place des outils, des institutions, tout ça pour s'attaquer aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux, la libéralisation complète en soi, c'est un problème parce que ça va nous mettre un paquet de contraintes par rapport à ça. Donc, ça nous amène à deux choses en fait. Se dire, ben, quel genre de politique industrielle on pourrait vouloir, puis pourquoi on est contraint, puis ensuite, ben, cette politique commerciale-là, on peut-tu l'utiliser quand même pour s'en servir positivement à la place de l'avoir dans nos pattes un peu tout le temps. Fait que, donc, pour terminer, c'est comme ces deux aspects-là dont je voudrais parler. Politique industrielle, de quoi on parle? Ben, je vous donnerai pas aujourd'hui une petite recette en 4 étapes sur comment est-ce qu'on verdit le Québec, là. Et je le ferai pas parce que, en fait, une des choses qui est fondamentale, c'est que il y a un principe central dans tous ces enjeux environnementaux-là, c'est le principe de subsidiarité. C'est que si on veut y arriver, il faudra que les communautés concernées s'occupent de manière assez autonome de ce qui les concerne, que ce soit la gestion d'un boisé local ou bon. Puis l'idée, c'est qu'il y a différentes choses qu'il faudra faire à différentes échelles. Des fois, ça sera à la grandeur du Québec, hein. Mais d'autres fois, ce sera beaucoup plus localement. Et donc, encore une fois, il faut être capable de protéger un peu cette action locale-là. Je reviendrai tantôt en parlant de la politique commerciale. Donc, ce principe de subsidiarité-là autour donc de la localisation des choses. Deuxième chose, parlant de local, des circuits beaucoup plus courts. Là, on a une économie mondialisée avec des trucs qui font 8 fois le tour de la planète avant de nous arriver. C'est pas clair que d'un point de vue environnemental, c'est optimal. Il y a un de mes étudiants à l'UQO dans le temps qui travaillait comme camionneur et qui me disait que, donc sur la côte est américaine, puis qui me disait que ça arrivait souvent qu'il partait avec des produits agricoles du Québec qui amenait ça au New Jersey, puis qui ramenait les mêmes produits agricoles qui avaient été produits au New Jersey. Fait que là, on se dit, puis là, ça, c'est lié au réseau d'affaires, de fournisseurs et tout ça, des différentes entreprises, tout ça, des contrats qui ont été passés, soit, mais d'un point de vue environnemental, là, si on fait des salades, puis ils font des salades, il y a quand même moyen qu'on s'arrange pour manger nos salades, puis mangeons-les là, puis après ça, on ajustera à la marge. Euh, donc, si on veut de la consommation plus locale, des circuits courts, une gestion par les communautés, il faut se réapproprier ces outils-là. Il faudra aussi sans doute démarchandiser une partie de ces choses-là. Bon, on parle du logement, par exemple, beaucoup ces temps-ci, on a une crise du logement. Ben, le logement, c'est un droit, là. Il faudra trouver un moyen que tout ça, ça devienne accessible pour vrai. Mais il y a la question de l'alimentation aussi, c'est fondamental. Puis on l'a vu avec l'inflation récemment, tu sais, si on n'a pas une sécurité alimentaire qui est centrale au Québec, ben, il y a bien des ménages qui pourront avoir plusieurs problèmes. Donc, cette politique industrielle-là, elle est question de démarchandisation, circuits courts, circuits locaux et surtout un maillage économique où plutôt que l'économie québécoise, on fasse un petit bout de quelque chose au milieu d'une filière, des intrants qui nous viennent, on la transforme 2 minutes, ça s'en va ailleurs, ça revienne on ait des chaînes de production qui sont un peu plus complètes et puis sur lesquelles on a un peu plus de contrôle sur comment est-ce que les choses se font à différentes étapes d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on produira tout et qu'on fera tout. Ce qui m'amène à mon deuxième point sur la politique commerciale. Mais donc, cette politique industrielle-là, elle est à penser, elle est à repenser, puis surtout, traditionnellement,
On l'a surtout vu dans un but d'industrialisation pour augmenter l'activité économique. Mais encore une fois, l'activité économique, c'est pas un objectif en soi. C'est un outil comme un autre. Mais là, il faudrait penser à une politique industrielle pour verdir, faire mieux, plutôt que juste penser à faire plus, à quelque part. Et donc, notre politique commerciale, ben, comment est-ce qu'on pourrait se servir de ça? L'idée, c'est pas de tomber en autarcie. Je mentionnais des bananes tantôt. On peut en produire ici des bananes, en fait, on peut avoir des serres, tout ça, mais c'est probablement pas la meilleure utilisation de notre électricité, par exemple. Donc, l'idée, c'est plus de se dire, OK, peut-être qu'on peut moduler notre politique commerciale en fonction de nos objectifs sociaux, en fonction de nos objectifs environnementaux, pour faire deux choses: favoriser l'émergence de bonnes pratiques, créer un contexte où, plutôt que toujours avoir à concurrencer des multinationales qui font bien ce qu'ils font, qui font de leur bord, mais contre qui on a de la misère, évidemment, à se coltailler, ben, on protège une espèce de carré de sable où les bonnes pratiques peuvent émerger. Puis en plus, après ça, ben, une fois qu'elles sont là, ben, on s'arrange pour les protéger pour que ça soit pérenne, que ça perdure. Donc, un objectif de favoriser l'émergence et de protection. Donc, si on module ça comme ça, on pourrait avoir, par exemple, des barrières commerciales, mais non pas juste mettre un 25% parce que il y a des choses que le voisin n'aime pas, là. Mais se dire, ben, telle industrie est verte, elle coûte plus cher, mais elle fait un paquet de trucs qu'on aime bien, ben, on ajuste pour compenser le fait qu'elle est peut-être plus verte que celle-là du voisin, puis on met notre ajustement en fonction, entre guillemets, du taux auquel elle est plus verte que celle du voisin. Donc, l'idée, c'est que si notre pratique est meilleure, on met une barre pour dire, si toi, tu as des moins bonnes pratiques, c'est correct, c'est ta juridiction, ça va, c'est tes affaires. Mais si tu veux vendre chez nous, on se donne le droit de compenser le fait que ça t'a sans doute coûté moins cher parce que tu as moins de règlements environnementaux. On se donne le droit de compenser jusqu'à la hauteur de nos barèmes à nous. Puis après, si les pratiques sont tellement bonnes aux États-Unis ou ailleurs chez nos partenaires que, en fait, c'est mieux qu'au Québec, mais c'est parfait. L'idée, c'est pas encore une fois de produire ici parce qu'on produit ici, mais c'est que la concurrence, plutôt que se faire sur des coûts d'opération qui généralement vont nous ramener vers le bas les trucs salariaux, les enjeux environnementaux, on fait une concurrence sur les bonnes pratiques. Puis quelqu'un qui arriverait qui dit, moi, sais-tu, je suis capable de le faire aussi bien que toi environnementalement parlant, puis je suis encore plus efficace. Mais parfait. Il n'y a pas de raison pour laquelle ça puisse pas être fait à l'extérieur. Il y a quand même un bémol que j'ajouterais à ça. Il y a une importance fondamentale d'avoir une autonomie. On le voit là, des économies complètement maillées les unes dans les autres. La minute que le partenaire il change ta vie, ben, t'as un choc, t'as un peu la panique, puis tout ça. Puis on comprend. À moyen et à long terme, il faut s'affranchir de ça. Donc, il y a certains secteurs clés. C'est pour ça que je parlais tantôt de démarchandisation. C'est pour ça que je parlais tantôt de circuits courts, l'alimentation, tout ça. Il faut s'affranchir de ça. Il faut avoir une autonomie puis des bonnes pratiques environnementales aussi. Mais pour d'autres choses, là, ben, on peut se dire, ben, c'est pas fondamental que ça soit fait ici, ça peut être fait ailleurs et tout ça. Puis là, à ce moment-là, la concurrence, elle peut s'établir sur des bases sociales, sur des bases environnementales. Même chose pour le social, là, on peut se dire, ben, si tu payes ton monde 4 fois moins qu'ici, avec des conditions de travail de schnout, c'est dommage, on peut s'en reparler dans d'autres forums, mais minimalement, moi, ce que je peux faire de mon bord, c'est que je te mets une barrière pour compenser le fait, pour que moi, je puisse garder mes barèmes qui sont plus élevés. Fait que voilà, donc tu sais, pour résumer rapidement, on a besoin d'une politique industrielle, d'un virage assez important pour répondre aux enjeux sociaux puis environnementaux. Et la posture de libre-échange ne nous permet pas de faire ça. Là, on questionne cette posture-là. Il y a eu une remise en question qui est faite par le Sud. Ben donc, plutôt qu'essayer de revenir à toute force au statu quo, ou ben non, juste de se dire, ben on le fera, on fera le libre-échange avec quelqu'un d'autre d'abord, qui est comme reproduire le même problème avec un autre voisin, ben, on pourrait s'affranchir de ça, s'autonomiser, puis ensuite utiliser la politique commerciale comme un outil plutôt que comme une barrière au progrès. Voilà. Oui, et je vous ai pas dit, même si on a commencé avec un léger retard, si jamais vous avez des questions, là, vous pouvez les poser dans le chat, puis on pourra au moins en prendre peut-être une ou quelques-unes là, à la fin. Mathieu, ce que tu nous exposes, ça devient de plus en fait de plus en plus important d'avoir
des propositions comme ça de politique qui viendrait finalement nous défaire là, ou en tout cas diminuer notre dépendance envers un seul partenaire commercial, puis aussi nous amener vers un modèle économique où on n'est pas juste, qui est pas juste centré sur l'exportation finalement, parce qu'on voit bien que, bon, les problèmes que ça engendre, et d'un point de vue bon économique, mais on est aussi dans un contexte social et politique où tous les échecs du libre-échange puis du néolibéralisme mènent en fait ou en tout cas ont contribué à l'arrivée au pouvoir de gouvernements de droite, voire d'extrême droite, gouvernements qui donc ont critiqué bon le libre-échange, les élites libérales, mais qui bon par ailleurs après amènent justement des solutions qui clairement vont surtout avantager une autre frange de l'élite économique. Et politique. Et donc, Maxime, tu sais, je voulais juste te relancer là-dessus. C'est donc sur l'importance aussi politique d'être capable d'avoir finalement de proposer un modèle économique différent là, dans ce contexte de non pas simplement de montée de la droite, mais de retour au pouvoir et de présence de la droite là, au pouvoir dans plusieurs gouvernements en Occident notamment. Oui, ben, ce qu'on assiste en ce moment, là, la montée du populisme, c'est un rejet de certains statu quo. Donc, de proposer aux gens de revenir au statu quo, à quelque part, d'un point de vue politique, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, les gens se sont à quelque part révoltés contre les conséquences et contre les effets du néolibéralisme. Et malheureusement, ils ont porté au pouvoir des gens qui ont surfé sur cette colère-là, mais qui amènent un programme qui va radicaliser plusieurs aspects de la société néolibérale. Donc, on est dans une situation politique assez difficile, assez complexe, où des gens qui profitent de quelque chose peuvent l'utiliser politiquement et l'expansionner par après. Donc, et c'est sûr qu'à gauche, on ne peut pas avoir simplement le réflexe de dire aux gens qu'il faut revenir à la situation des années 80-90. C'est pas de revenir à il s'agit pas de dire qu'il faut revenir à avant le libre-échange ou de revenir à un libre-échange tel qu'on l'avait conçu ou anticipé dans les années 90. Je pense qu'il faut commencer à penser au-delà de la question du libre-échange et du protectionnisme, au-delà de la question du néolibéralisme et du capitalisme, et de s'affranchir intellectuellement de l'idée que le libre-échange nous est nécessaire et que, à quelque part, le rôle du Canada, c'est de nous protéger du protectionnisme trumpiste. Mhm. Oui, bon, par contre, avant justement qu'on mette en place toutes ces belles mesures qu'on suggère ce midi, parce qu'il y a une remise en cause comme ça autoritaire du libre-échange et que, bon, le Canada notamment là, est sous la menace de tarifs, ben, il risque d'y avoir des conséquences là, réelles pour les gens si ces tarifs-là sont appliqués. Et donc, entre-temps, il faut quand même, faudrait quand même penser là, à des mesures pour protéger justement notamment les personnes qui pourraient se retrouver au chômage parce que des entreprises fermeraient. Bon, on a entendu le premier ministre du Québec nous parler là, d'un grand chantier de développement d'infrastructures énergétiques et bon, on comprenait entre les lignes que finalement, ben, les travailleurs de la construction qui sont à Montréal ou à Québec, on va les prendre, on va les envoyer sur la Côte-Nord construire des barrages, puis comme ça, on va régler le chômage. Donc, des espèces de, comme une forme c'est ça, de travaux forcés ou en tout cas de grandes corvées, comme les États savent en mettre en place là, dans les moments de crise. C'est sûr que c'est problématique, pour dire le moins, comme solution, là. On est plutôt dans un moment où il faudrait en fait protéger puis renforcer les programmes sociaux qu'on a, puis parce que en temps de crise, ben à la fois ces programmes sociaux-là viennent protéger la population, mais bon par exemple l'assurance emploi là évidemment.
C'est bon, un programme qu'on a puis qu'on a vu pendant la pandémie qui était pas tout à fait justement euh, prêt à prendre le relais quand il y a une situation de crise. Donc, mais aussi, c'est pas le moment, par exemple, de faire des programmes d'austérité sous prétexte qu'on est en incertitude économique parce que là, on se retrouverait dans une situation où, bon, l'économie publique, finalement, qui normalement peut justement prendre le relais de l'économie privée, serait elle aussi amputée. Donc, je sais pas, Mathieu, si tu veux dire un mot là-dessus, mais là aussi, il faudrait plutôt, c'est ça, renforcer nos acquis et non pas ben, couper dedans, en fait. Oui, complètement. Je pense que c'est une très bonne manière de dire ça. Juste une phrase ou deux sur l'excellent point de Maxime tantôt, tu sais, le retour à un statu quo ex ante, c'est pas ça, c'est pas ça qu'on veut non plus. Puis le tenir un libre-échange à bout de bras, alors que il a précisément produit beaucoup des problèmes qui étaient anticipés puis qui avaient animé la résistance qu'on avait face à ce libre-échange-là. Par exemple, la modération des salaires. Euh, donc, on veut pas faire ça non plus. Puis donc, la mobilité, tu sais, je parlais tantôt de mobilité de biens et services, mobilité des capitaux. La mobilité, c'est cool pour les gens qui peuvent le faire. Puis notez bien, c'est quelle frontière qu'on est en train de fermer en ce moment? C'est surtout la frontière à une troisième type de mobilité, c'est-à-dire la mobilité des personnes. Nous autres, on dit, restez chez vous. Par contre, envoyez-nous vos affaires, puis bon. Euh, fait que voilà. Donc, le libre-échange, on veut probablement pas tenir ça à bout de bras. On veut pas revenir à un statu quo ex ante où on n'avait pas exactement les mêmes visées sociales, les mêmes visées environnementales. Fait que c'est pas ça qu'on veut non plus. Alors, pour faire ce bout de transition-là, Julia, je pense que tu dis ça très bien. Oui, il faut des nouveaux projets. Il faut des grands chantiers, en fait, environnementaux. Peut-être pas des trucs sur la côte nord, là. Puis, et à une autre époque, on aurait dit, ouais, ouais, la solution, c'est de leur donner une job dans le nord. Mais l'idée, c'est pas ça. Mais c'est de dire, oui, il y a bien des affaires qu'il faudra faire. Par exemple, on a clairement à redévelopper toute une infrastructure de transport à la grandeur du Québec si on veut être capable de la faire, la transition d'un point de vue de transport interurbain et tout ça. Puis ça, ben, il faudra qu'elle se fasse. Mais la question, l'aspect clé ici, c'est qu'il ne faut pas que les gens soient forcés ensuite à prendre la première job que tu donnes. Donc, les grandes corvées que tu mentionnais tantôt, il faut que ça soit fait volontairement. Donc, je dirais, on l'a vu pendant la pandémie, il y a moyen de mettre en place des politiques de support. Quand on dit, ben, ta job à ferme, puis on te la fait fermer parce qu'on a des raisons sanitaires et tout ça, puis je ne reviendrai pas sur si c'est une bonne idée ou pas, mais on l'a fait, puis on l'a financé. Et on n'a pas fait faillite collectivement pour autant, là. En fait, on a même d'un point de vue de dette, ce sera une autre question pour une autre fois, mais ça se porte très bien au Canada en ce moment. Il n'y a pas de problème. Et on l'a fait à vaste échelle, des mois et des mois de temps, sans trop poser de questions d'ailleurs. Ben, on peut imaginer facilement un genre de transition pareil où est-ce qu'on se dit non, non, on s'occupe de toi, là. Puis, tu n'as pas choisi nécessairement d'être dans une entreprise qui est affectée par cette affaire-là, ce changement de maillage-là, avec le partenaire au sud, qui est un truc qui s'est fait super raide. Parfait. On t'aide à te relocaliser aussi, mais en attendant, on supporte. Et on va mettre en place tout un ensemble de programmes et de chantiers et tout ça, mais auxquels les gens qui voudront bien y participeront. Il ne faudra pas que ça soit une espèce d'obligation, c'est ça, ou ben genre, je meurs de faim, là. L'équilibre, pour moi, il est là. Donc, on aide et on supporte. On met en place des grands chantiers, mais par une logique d'inclusion, il faut que ceux-là soient tentants pour les travailleuses, travailleurs qui seront concernés. Oui, puis de parler des immigrants, ça me rappelle que on se rappelle que en fait la première menace tarifaire, justement, Donald Trump nous disait en fait si vous ne resserrez pas le contrôle à vos frontières pour l'entrée de migrants, bon, soi-disant illégaux et de opioïdes, donc de fentanyl, nous allons vous imposer des tarifs. Donc, euh, on utilise hein, l'arme commerciale pour finalement atteindre des objectifs là, sécuritaires, renforcement sécuritaire, puis de servir aussi un discours là, xénophobe là, envers les personnes immigrantes. Et donc,
bon, ça m'amène à la question, est-ce que vous pensez finalement que ces tarifs-là, ils vont, en fait, est-ce que les tarifs vont être imposés? Est-ce qu'on va se rendre là ou parce qu'on a vu déjà, le Canada mettre en place son tsar là, du fentanyl qui va s'occuper de, bon, réduire le trafic d'opioïdes. Il y a eu aussi eu des sommes qui ont été débloquées pour augmenter les contrôles à la frontière canado-états-unienne. Est-ce que ça va satisfaire Trump d'après vous? Ou en tout cas, en terminant, pensez-vous que les tarifs vont être imposés ou Moi, je peux peut-être C'est à répondre dire. trois phrases à ça. Euh, Va savoir. Visiblement, la prévisibilité des politiques ou des mises en place de choses de ce gouvernement-là est incomplète, là. Fait que ça se peut que oui, ça se peut que non. Mais sur le moyen et long terme, puis ça, c'est sous toute réserve, là, comme je dis souvent, les économistes, les prévisions économiques ont été inventées pour que les météorologues paraissent bien, là. Donc, c'est très difficile de prévoir le futur, bien entendu. Mais l'affaire, c'est que le Canada, là, on fournit assez peu de produits finis aux États-Unis, on fournit surtout des intrants. Fait que quand ils nous mettent une taxe sur nos affaires, ils mettent une taxe sur ces acheteurs à l'interne de nos intrants, puis qui nous renvoient ensuite des produits finis. Moi, je pense que si rapidement, là, qu'on lui donne ce qu'il veut ou pas, il va se faire dire par sa gang de son bord, là, son groupe d'entreprises arrête de nous faire payer plus cher l'aluminium qu'on utilise. On va pas se mettre à produire de l'aluminium. L'électricité est au Québec, là. Avant que ça devienne intéressant de faire de l'aluminium aux États-Unis. Tu sais, fait que donc, ils l'importent de toute manière, puis ils vont se la payer plus cher. Tu sais, il y a donc un petit doute chez moi là sur la pérennité de cette affaire-là, même à l'interne dans leur discussion. Fait qu'il y a un petit aspect de bluff pour moi. Mais après, pour qu'un bluff fonctionne, une fois de temps en temps, il faut que il faut que la personne fasse des choses. Fait que c'est tout à fait possible que, tout le moins, pendant un bout de temps, on en ait. Un peu comme Mathieu, j'aurais de la misère à dire si les tarifs vont être imposés ou non, mais effectivement, comme tu l'as mentionné, Julia, l'approche économique de Trump sert beaucoup plus ses intérêts et ses objectifs politiques que ses objectifs économiques qui sont assez flous et qu'on aurait de la misère à déterminer de manière précise, voire rationnelle. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des gens plus rationnels de son côté qui vont trouver que ça commence à coûter cher ses ambitions politiques et qui risque de peut-être lui dire, mais va savoir s'il va écouter ou non. ouais, donc une espèce de bras de fer entre, encore une fois, différentes, bon, élites politiques, élites économiques. Donc, on verra ce qui se passe là, dans les prochaines semaines. Mais certainement, c'est ça. Pour l'instant, on est devant, on va dire, une espèce de crise qui, donc, si je peux récapituler, là, devrait, en tout cas, met en lumière plusieurs des défauts, finalement, du libre-échange, du cadre actuel des échanges au niveau nord-américain, notamment. Et, bon, les solutions qui sont mises de l'avant ne sont pas nécessairement satisfaisantes. Et donc, il y a comme urgence là, de finalement mettre de l'avant d'autres types de solutions qui permettraient vraiment une vraie, en fait, puis là je reprends un peu des commentaires qui ont été faits là, dans le chat, mais qui permettrait une décentralisation, ben en fait, au niveau, une relocalisation et donc aussi, oui, décentralisation au sens de prendre des décisions sur au niveau plus local sur quels sont les besoins puis donc des communautés et donc quel type d'entreprise on a besoin pour répondre à ces besoins-là et au niveau tu sais, des gouvernements bon nationaux ben quelle politique on peut mettre en place pour favoriser par exemple la diminution des gaz à effet de serre ou la protection des revenus, l'emploi, donc l'emploi local. Donc quels objectifs on se donne et quelle politique commerciale on développe en fonction de ces objectifs sociaux et environnementaux là, ce serait une manière de penser en dehors du libre-échange. Donc
Même si on a commencé en retard, on va terminer comme prévu à 13 heures. Et donc, je remercie Mathieu et Maxime d'avoir participé à cette discussion. Puis je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de votre indulgence devant nos problèmes techniques. Puis je vous invite à consulter notre site web. On publie souvent des analyses en lien avec l'actualité là, sur notre site. Et vous pouvez aussi consulter toutes nos études, notamment une étude qu'on a publiée il y a quelques années qui faisait le bilan des 25 ans de l'accord de libre-échange nord-américain. C'est disponible là, gratuitement. Vous pouvez le consulter. iris-recherche.qc.ca. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Bonjour.